Salut à tous, bienvenue sur Docs and Blues. Aujourd'hui, on va parler de l'empathie parce que c'est vrai que c'est une notion qui est essentielle en médecine, qui fait partie intégrante de la relation médecin-patient. Et la question c'est, est-ce que vous trouvez, vous, qu'en France, on est assez formé à l'empathie? Est-ce que vous avez une formation à l'empathie à la fois théorique et pratique? En fait, on n'a pas de réel cours d'empathie, de maîtrise de l'empathie au cours du cursus. Et je pense que l'empathie, il y a aussi une part d'inné. Ça dépend de la personnalité de la personne. Ouais. Après, ça s'apprend, mais je pense que ça provient beaucoup du fond de la personne. Donc c'est quelque chose qui est inné? Pas inné, c'est pas que inné, ça se travaille. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vont atteindre un taux d'empathie maximal qui sera assez faible, mais qui ne dépasseront jamais. Je pense qu'il y a une sensibilité à avoir de l'empathie. Il y a des gens, par exemple, qui sont extrêmement brillants à la fac. Tu peux, à ces personnes-là, tu pourras leur mettre autant de cours que tu voudras, tu pourras leur faire de l'éthique et de l'éthique. Au final, il y aura quand même toujours un problème parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité, cette perception. Je pense que l'empathie, en fait, ça vient un peu de soi et un peu comment tu as grandi, la culture que tu as eue, l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose qui est inné dans le sens où on n'est pas tous égaux par rapport à l'empathie, mais après, ça dépend de notre vécu. C'est-à-dire, quelqu'un qui va grandir dans un certain milieu, dans un certain contexte, il va peut-être apprendre plus. Par exemple, en Suède, j'avais vu que dans les cours qu'ils avaient, ils apprenaient à lutter contre le harcèlement scolaire, à se mettre à la place de l'autre, etc. Donc, dès leur plus jeune âge, en fait, on leur apprend un peu une forme d'empathie. En France, on n'a pas de cours comme ça. Zéro truc comme ça. Nous c'est la compétition directe. Tu dois être plus fort que l'autre. Exactement. Et en fait, moi, ce qui m'avait un peu choquée durant mes études de médecine, c'est qu'au final, on ne te met pas en situation. Alors, il y a les échos qui vont arriver, vous savez, avec la réforme de l'internat, où ils vont mettre un peu en situation les étudiants de médecine. Mais je ne sais pas s'il y a des critères objectifs qui permettent d'évaluer l'empathie. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire une évaluation avec des mises en situation où on évalue justement l'empathie des gens, c'est-à-dire on les met dans une salle et on leur dit voilà, tu dois annoncer à Madame X qu'elle a un cancer du sein, tu dois apprendre ça n'a jamais été à fait, annoncer. mais ça devrait, bien sûr. Mais voilà, mais moi j'ai les par échos, exemple, c'est ça les échos? Ouais, normalement, pas les échos, ça va être des mises en situation par rapport à des situations cliniques, mais ça va pas être, je sais, il va peut-être y avoir des questions comment t'annonces une mauvaise nouvelle, mais après les échos, ça va pas être les mêmes pour tout le monde. Ouais. T'as une part de contact, quoi. Au moins, tu peux apprécier le contact du potentiel futur médecin. Ouais, exactement. Mais après, toi, où on pourrait séparer les choses, c'est que tu vois, dans la médecine, tu as la médecine de laboratoire. Tu vois. Un médecin qui n'a pas d'empathie dans un labo, moi, ça me choque pas beaucoup. Tu vois, genre, le mec est dans son labo, il analyse les choses. Les adaptates, il voit pas beaucoup les patients. Nous, on voit les patients. Voilà, tu vois, donc peut-être qu'il faut. À part en échographie. En scénologie, tu dis n'importe quoi. En scénologie, c'est nous qui disons à la patiente les résultats de ses mammographies. On leur fait leur écho, on leur fait leur biopsie, on leur pose le clip, on leur pose leur pont. Et c'est nous qui expliquons au fur et à mesure à la patiente dans quelle partie du parcours de soins elle est. Et parfois, c'est nous qui annonçons les mauvaises nouvelles. Moi, parfois, j'ai les résultats d'anapathe de la patiente. Elle a une consultation et c'est une consultation d'annonce où tu annonces à la patiente, voilà, on a fait les prélèvements, les résultats sont bénins, les résultats sont malins. Et les radiologues interventionnels, ils sont hyper proches des patients. Ils vont expliquer aux patients, on va vous faire une intervention, ça va faire mal. Et le but du radiologue, c'est ok de faire un bon geste, mais c'est aussi de faire en sorte que le patient ne souffre pas et qu'il n'ait pas une mauvaise expérience. Je comprends, mais après, c'est ta spécialité, t'essaies un peu de nous la vendre. Non, mais on va pas se mentir. J'ai déjà été plein de fois faire des examens d'imagerie. Il me donne le compte rendu et il me dit vous verrez ça avec votre médecin. Alors ça dépend des cabinets de radiologie quand tu es orienté, c'est-à-dire que le médecin spécialiste demande une imagerie, toi tu vas donner l'imagerie, tu vas interpréter le truc et tu vas laisser l'annonce faire ça dépend de l'organisation des services. Par exemple, j'ai fait un stage quand j'étais interne dans un service de radiologie d'imagerie de la femme. Chaque patiente qui faisait une IRM, t'allais la voir avant et t'allais la voir après. Lui dire, écoutez, on a trouvé une endométriose, écoutez, les examens sont rassurants, il n'y a pas d'endométriose. Ouais. Et c'est nous qui faisons l'annonce. Et il y a des remplacements où je vais, des cabinets, où tu as le temps d'aller voir chaque patient à la fin de chaque examen et tu prends le patient devant ton ordinateur, tu lui montres les images ou tu lui montres pas les images et tu lui expliques les résultats. Après, parfois, par manque de temps, quand tu travailles à l'hôpital ou quand tu travailles dans des cabinets de radiologie où les vagues sont blindées, là, c'est la secrétaire qui donne le compte-rendu au patient et le patient doit se référer au médecin spécialiste. Mais pour nous, c'est difficile parce que tu vois, moi je me dis vas-y, c'est moi qui ai fait le diagnostic et c'est quelqu'un d'autre qui va annoncer le diagnostic comme s'il avait trouvé la maladie, tu vois. Et je pense qu'en effet, en tout cas en France, on n'est pas assez bien formé sur l'empathie et on n'est pas en tout cas assez contrôlé sur... Est-ce qu'on a vérifié comment la formation? Ça, je sais pas. Une formation théorique, mais on a des cours de formation théorique. On a de l'éthique, tu vois. Comment annoncer une mauvaise nouvelle? Moi, je me souviens qu'on avait des cours comme ça à la fac. On avait de l'éthique, on avait beaucoup de choses sur la place du patient dans la relation médecin, comment prendre le patient dans son ensemble, etc. Mais
Je pense que, tu vois, encore une fois, les cours ils sont très bien. Je pense qu'il faut des simulations où tu viens, tu as des acteurs qui font genre, il faut leur annoncer qu'ils vont avoir un cancer, tu viens doucement, tu introduis, etc. Et je pense que ça, en fait, on le voit en stage parce que normalement, tu as les annonces qui sont faites aussi auprès des familles quand tu es en stage avec tes chefs. Ouais, tu le vois. Tu le vois. Mais ils te mettent pas en situation. Moi, quand j'étais externe, j'étais en stage de soins palliatifs. J'assistais aux consultations d'annonces ou aux consultations qui étaient assez difficiles pour les patients. Mais en tant qu'externe, j'étais observatrice. Donc, à aucun moment, on m'a dit, vas-y, Sophie, le prochain patient, c'est pour toi. Et on te fait un point retour en te disant, bah, ça, tu l'as bien fait, ça, tu l'as pas bien fait. Pour la prochaine fois, il faudra que je le fasse comme ça. La seule fois où je l'ai eu, c'était justement quand j'étais en scénologie et qu'il fallait que j'annonce les résultats NAPAT de la patiente. Ma chef était à côté de moi, j'étais interne. Et à la fin, elle m'a fait un brief. Elle m'a fait, bon, bah, la prochaine fois, il faudra que tu insistes plus comme ça, que tu te comportes plus comme ça, que tu t'assois, etc. Donc, c'est parce que ma chef avait décidé de le faire de son propre chef. C'est une sorte de petit cours. Ouais, mais... Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en fait, quand tu débutes médecine, t'es hyper empathique parce que tu fais attention aux patients. Et je sais pas si t'as remarqué, mais plus les gens ils vont vieillir et prendre de l'expérience, tu regardes bien les vieux médecins, ils sont souvent moins empathiques. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, on apprend à être indifférent, mais on va pas se mentir, c'est une sorte de protection. Moi, à la base, je suis une personne qui est assez sensible et j'ai toujours eu du mal à annoncer une mauvaise nouvelle parce que ça me rend triste. Et à chaque fois, j'ai les larmes qui me montent et j'arrive plus à m'exprimer. Et en fait, à force de vivre ce genre de situation, en fait, tu prends du recul, mais on prend ça pour de la perte d'empathie, mais c'est une sorte de détachement parce que tu en as besoin aussi pour vivre. Tu te protèges. En fait, il faut essayer de trouver un juste milieu où, pour que toi, quand tu sors du travail, tu n'y penses pas tout le temps et que tu ne sois pas triste tout le temps, et en même temps, tu manques pas d'empathie par rapport à un patient. Après, le patient, je pense qu'il n'attend pas que le médecin pleure avec lui parce que du coup, je pense que c'est pas très rassurant pour lui, mais il attend une épaule solide sur qui se reposer, et je pense que c'est et de l'écoute. Ouais. Et je pense que c'est bien que le médecin justement ne soit pas trop dans la sympathie, dans l'empathie, dans le partage de la souffrance avec lui. Non, mais le juste milieu, il est ultra difficile. Hein. C'est vrai que au final, la base du métier de médecin, c'est certes le diagnostic, mais il y a aussi l'annonce, l'accompagnement et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils ont l'impression qu'on n'a plus d'empathie parce qu'on essaie de se protéger, mais pour nous, c'est primordial. Tu vois, quand tu annonces, tu vois, là, en ce moment, je suis dans un stage où les décès, j'en ai 2-3 par semaine. Tu seras pas en gériatrie? Je suis en gériatrie. En gériatrie. Tu vois, des décès, j'en ai des fois 2-3 par semaine. Donc, si à chaque fois, je prends le décès pour, comme si c'était mon grand-père ou ma grand-mère, ouais. Je sors pas du stage, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Donc, l'idée, c'est que quand tu travailles, une fois que tu sors du travail, que t'as d'autres occupations, on a tous une vie. Et que t'arrives à te vider le cerveau. Il faut réussir à se vider. Et je pense que se mettre une structure qui permet de garder de l'empathie, mais pas trop non plus, pour pas en fait prendre les problèmes des gens personnellement. Quoi. Ouais, moi ce qui m'avait aussi étonné pendant mes stages, c'est que parfois je me retrouvais avec des cours internes qui n'étaient pas du tout socialement adaptés, si je peux me permettre de les juger. Et en fait, c'était un comportement qui était étrange vis-à-vis des patients, mais aussi étrange vis-à-vis de nos relations, des relations entre collègues, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'empathie, ça commence avec tes collègues, c'est-à-dire que tu as un collègue qui est malade, tu vas pas lui dire ouais, tu fais chier à cause de toi, je vais devoir récupérer tes vacations. Tu comprends qu'il est malade, tu lui dis bah écoute, rétablis-toi bien et j'espère que tu vas t'en sortir. Il y a un petit pic là. Non, mais moi par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais interne, en fin d'internat, je me suis tapé une grippe mais de dingue avec des myalgies, je pouvais pas bouger de mon lit et tout, et j'ai une de mes collègues qui me dit ouais, moi aussi je suis malade, je tousse. Non, en fait, je suis pas là. Quand je tousse, en fait, je viens bosser, je sais ce que c'est d'être malade. Et là, j'étais vraiment pliée. Et en fait, ça m'a choquée que, alors que je m'entendais bien avec elle, qu'une collègue avec qui je suis pote ne soit pas empathique vis-à-vis de moi, qui était en souffrance et qui était malade pendant une semaine avec de la fièvre et au bout de ma vie, tu vois. Ouais, on devrait créer un test, mais même à l'école, on teste notre intelligence avec les notes, les cours, les machins. On teste pas notre sensibilité auprès des autres, la sensibilité, l'empathie qu'on a vis-à-vis. Et ça peut être en vrai, ça devrait être un truc, parce qu'au final, il y a des métiers vers lesquels on peut pas se diriger si on n'a pas d'empathie, si on n'a pas de relation humaine, si on sait pas communiquer avec les gens qui nous entourent. Enfin, c'est des béabas qu'on pense même pas. C'est un métier hyper social, médecin, mais en fait, on ne nous juge pas sur notre sociabilité. Sauf le radiologue. Mais tu vois, mais tu sais, toi t'es ophtalmo, parle pas. En vrai, il y avait, je sais plus qui disait ça, mais il disait, mais en fait, la force d'un médecin, c'est justement essayer de comprendre. Et ça, c'est la chose que ne pourront jamais faire les robots. C'est de comprendre en fait l'émotion qu'exprime le patient, que ça soit par l'implicite, que ça soit. Tu vois ce que je veux dire? Là, le robot, il n'arrivera jamais à faire ça, tu vois. Je rigole, mais il y a une nana, j'avais vu ça, c'est un reportage en Chine où elle est plus in love de son IA parce que son IA la connaît mieux et saisit mieux ses émotions que son mari, parce que l'IA intègre toutes les informations sur elle et elle lui répond de façon adaptée. Et en fait, elle est en train de dire, en fait, j'ai un mari, mais je suis en train de tomber amoureuse de mon IA parce que mon IA a intégré des informations sur moi. C'est où ça? C'est en Chine? C'est en Chine. Ouais, ce que je veux dire,
c'est que tu peux avoir je pense que dans le futur tu auras des logiciels. Regarde sur Snapchat, le logiciel qui parle avec les adolescents et tout, c'est un vrai problème parce que les adolescents qui n'ont pas d'amis, ils s'isolent encore plus parce qu'ils finissent par parler avec une intelligence artificielle. Donc tu peux pas me dire qu'une intelligence artificielle ne peut pas s'occuper des émotions des gens. Et tu penses vraiment que ton intelligence artificielle arrive à cibler l'émotion de chaque personne? Ça, c'est la force de l'être humain, c'est de pouvoir s'adapter aux gens, de pouvoir... Moi, voilà, je sais que quand je vais parler avec toi, je vais pas parler exactement de la même façon avec Alex. Franchement, si tu me dis que l'IA aujourd'hui est capable de s'adapter au cas par cas, je pense que ça va arriver. Mais moi, je pense que c'est le cas actuellement. Je te dis, j'ai vu ce reportage en Chine où la nana t'explique clairement qu'elle a peur parce qu'elle est en train de tomber amoureuse de son intelligence artificielle. C'est le film Her, tu sais, le mec qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. C'est un film où le mec il a une relation avec une IA et il tombe amoureux d'elle et il a pas de copine. Et elle a un mari qui ne l'écoute pas assez sur ses problèmes et une IA à qui elle se livre, une IA qui connaît tous ses secrets et elle raconte qu'elle dit plus de choses à l'IA sur son ressenti et des choses personnelles que à son mari et elle est en train de tomber amoureuse de son IA. Donc c'est en train d'arriver. Penser à l'empathie des médecins envers les patients, mais aussi il y a l'empathie des patients envers les médecins. Et parfois il y a des patients qui ne sont pas assez compréhensifs, je trouve, avec les médecins par rapport à notre rythme de travail, par rapport au fait qu'on puisse les prendre en retard parce que y a quelqu'un avant eux qui avait quelque chose de plus grave, donc on a dû s'en occuper, par rapport au fait qu'on puisse être fatigué, par rapport au fait que y a un collègue qui s'est pas bien occupé d'eux, en fait toi tu dois rattraper le truc en mode oui mais en fait mon collègue ceci cela. Et je trouve que parfois les patients ils attendent beaucoup d'empathie de nous, mais eux sont pas forcément empathiques avec nous. Pour nous, c'est ce qui est difficile, c'est aussi de jongler avec des gens qui vont avoir le même problème et qui vont pas l'exprimer de la même façon, tu vois ce que je veux dire. Et au final, c'est à toi de t'adapter. Il y en a, ils vont être méchants avec toi, mais en fait, c'est pas des gens qui sont vraiment méchants, mais c'est juste dans la situation, parce qu'il y a un proche qui commence à s'effondrer, il y a une pathologie, il y a une souffrance derrière ça. Et au final, toi, il faut que tu prennes du recul, tu dis, ok, le patient là, en fait, non, c'est pas contre moi qu'il est énervé, c'est contre l'état actuel de la chose. Et en fait, ça m'arrivait, des fois des patients, on leur annonce que voilà, le papa ou le grand-père il va pas tarder à décéder, qu'on arrive sur de la fin de vie et que voilà, il n'y a plus grand chose à faire, que le mec est complètement fermé à l'idée, il te lance des pics sur pics sur pics, et au final tu vois, tu rentres dans un discours avec lui, tu essaies de lui faire comprendre que voilà, on a tout fait, qu'on a fait notre maximum, et d'un seul coup il fait un peu un on-off, et d'un seul coup tac, il est beaucoup plus calme, beaucoup dans la compréhension, alors que 5-10 minutes en avant, t'étais avec un mec qui était sur une barrière énorme. Tu vois. Et surtout, tu dois changer entre chaque patient de contexte. C'est-à-dire que tu dois passer de A à Z, c'est-à-dire que le patient, t'es rentré dans son histoire, t'es rentré dans sa vie, tu t'es mis à sa place, t'as de l'empathie. Le patient d'après, tu dois faire pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. À la fin de la journée, tu te dis, t'en as marre, vas-y, ok. C'est énergivore. On n'est pas assez formé sur l'empathie, il n'y a pas de cours, c'est un peu dommage. Ouais, mais moi, tu vois, par exemple, quand j'en parle avec des collègues qui sont de l'autre génération, ils me disent, mais si, à la fac, on a des cours sur l'empathie, mais si on est formé. Moi, je considère qu'on n'est pas assez formé là-dessus, qu'on a des cours théoriques sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle, mais qu'on n'a pas assez de simulation en réalité, où on t'évalue en te disant écoute, ça c'est bien de le faire avec le patient, ça c'est pas bien de le faire avec le patient, et parfois tu te retrouves face à une situation où tu improvises mais tu sais pas si t'as bien fait, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que pour vous vaut mieux avoir un médecin empathique mais qui a moins de connaissances, ou alors un médecin qui a beaucoup de connaissances et qui est plus empathique? Qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend de la situation. En fait, moi je pense que, moi si je me considère en tant que patient, des fois je veux juste la réponse et je m'en fous de l'empathie. Je veux juste savoir ce que j'ai. Donc que le médecin il ait de l'empathie ou pas, ça m'intéresse pas, je veux la réponse. Et c'est vrai que si je vais dans une situation où là il y a quelque chose de grave et que ça a de l'accompagnement et tout, si j'ai pas un médecin empathique, là je vais être farouche. Moi je suis désolé, je pense qu'il faut les deux. Il faut les deux. Ça c'est l'idéal. Je peux pas te priver ni l'un ni l'autre. Oui, d'accord. Un mec qui va te donner un faux diagnostic, je suis désolé, il peut être très sympa, très empathique, ce que tu veux. Mec, t'as déconné sur la phase la plus importante du taf. Tu m'avais pas dit que j'avais un cancer. Oui, mais j'étais gentil. Et un médecin qui est pas du tout empathique, qui te balance à la gueule, bon, t'as un cancer du sein, vas-y, patient suivant. Ouais, c'est compliqué. Lui, c'est inadmissible non plus, tu vois. Les deux sont inadmissibles. On a des cours sur l'enseignement médical, on a de la pratique avec les stages, où on va être formé, où il y a les chefs qui nous supervisent, etc. Mais on n'a pas de vraie mise en situation où on est vraiment que sur de l'empathie et pas du tout dans du diagnostic. Tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, mettre en place cette chose-là, ça devrait même être fait dès la première année pour éviter que des gens qui n'ont pas du tout d'empathie, qui ne sont pas du tout adaptés, qui le seront peut-être jamais, s'entêtent à aller faire 4-5 ans de médecine. Mais pour toi, les cours de SSH, les cours de sciences humaines et sociales, c'est ça. Non mais sinon dans ces cas-là, il faudrait dès le départ mettre un peu une radiologue, on est empathique. Non mais il faudrait peut-être faire. Non mais tu vois, par exemple, c'est qu'un médecin qui a un anapathe. Toi, même si t'es pas très empathique, c'est pas très grave, tu vois. Mais si,
parce que tu fais quand même, t'es quand même en contact avec le patient. Quand on va prendre l'extrême, on en a pas. Un psychiatre. Je suis désolé, l'empathie. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même temps. C'est pas parce qu'on passe pas le même temps avec les patients qu'on passe pas du temps avec les patients. Et le temps qu'on passe avec les patients, c'est quand même du temps qui est important dans le vécu du patient, dans le parcours de soins du patient. Quand je fais une écho à un patient, je vais pas lui dire des trucs complètement désadaptés. Je le prends en charge, je m'occupe de lui, je lui explique ce que je vois à l'écho. Moi, à chaque fois que je fais une écho à une patient, je lui dis bah là on est sur le foie, ok. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait, tu vois, on devrait sélectionner les médecins sur leur connaissance médicale, c'est une évidence, en tout cas. Peut-être sur le concours ou pas, à revoir, ça c'est pas mon problème, mais en tout cas, de mettre aussi quelque chose, c'est est-ce que cette personne est adaptée dans la société? Est-ce que cette personne pourra avoir un dialogue avec des patients? Et ça, c'est vrai que ça ne doit pas arriver en 5e, 6e année, ça doit arriver dès la première année. Pour éviter que ces mecs-là se retrouvent là et après ils se disent ah mais en final, j'aime pas la médecine. C'était Doxamblose.